Au cœur de la mêlée, notre émission du lundi soir sur Sud Radio avec Yohan Huget, Philippe Spanghero. On revient bien sûr sur le week-end. Au sommaire ce soir, la qualification des Toulousains pour la finale de la Champions Cup. Retour sur cette demi-finale quasi parfaite avec Hugo Mola, l'entraîneur toulousain. On parlera également avec les supporters pour cette émission consacrée quand même à cette belle qualification. Gilles Navarro sera également notre invité à partir de 20h30 pour parler de cet art du jeu à la toulousaine. 20h45, David Oradou, Bibi Oradou sera avec nous, l'entraîneur de Suresnes. C'est la Nationale 1 et puis surtout le papa du deuxième ligne de Pau. Voilà, c'est ça aussi l'esprit rugby. L'esprit Sud Radio, c'est de vous offrir des cadeaux, collection complète du pack Gueule du rugby et un ballon Gilbert à gagner du Stade Toulousain. Vous restez avec nous, vous appelez au 0826 300 300 et vous êtes les bienvenus au standard de Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, salut Yohan, salut Philippe et bonsoir, salut monsieur. Quentin. Salut. Bonsoir. Allez, on débute Bonsoir. Juste avant de parler, de revenir sur cette victoire des Toulousains 38-26 face aux Harlequins. Les 2-3 infos, voire 4 à retenir du jour si vous n'étiez pas devant votre smartphone ou si vous n'étiez pas devant les infos de Sud Radio. Le rugby français peut dire merci au Stade Toulousain puisque grâce à Toulouse, le rugby français est toujours sur le toit de l'Europe. Grâce au succès hier soir, Toulouse permet d'avoir pour la 5e fois de suite un club de top 14 en finale de la Champions Cup et comme souvent, ce sera le Leinster face au Toulousain. Pour l'occasion, il y a un écran géant qui sera déployé sur la place du Capitole du côté de Toulouse. Ce sera le 25 mai. Et puis, pour l'occasion, évidemment, Sud Radio fera le déplacement pour vous faire vivre cette rencontre en direct. C'est toujours flou autour des nouveaux actionnaires du Biarritz Olympique, alors qu'on espérait en savoir plus aujourd'hui lors de l'Assemblée Générale de ce matin. Il n'y a finalement pas eu d'annonce officielle devant la presse. Les dirigeants du Biarritz Olympique ont préféré garder le silence jusqu'au passage devant la 2R. C'est l'ex des NACG. Et ce sera demain, donc on devra en savoir plus autour du Biarritz Olympique dès demain. Une polémique en national autour de la demi-finale Narbonne-Carcassonne qui aura lieu samedi à 19h. En effet, depuis qu'on connaît l'affiche, le prix des places a grimpé dans tous les secteurs. Dans la tribune pêche de Lac Close, les places passent de 20 à 30 euros, de 15 à 25 euros minimum dans la tribune Clap et de 10 à 15 euros en tribune sud. Le directeur du club, Benoît Delon, a justifié auprès de l'Indépendant cette augmentation. Il dit « Nous avions prévu de pratiquer un tarif préférentiel la semaine dernière et de proposer une tarification différente que notre adversaire soit Chambéry ou Carcassonne. Alors ça, libre à vous de le croire ou pas. » Oui. Et puis une dernière nouvelle, c'est Philippe Taïeb, le président de Bayonne, qui a porté plainte ce lundi matin contre Yannick Bru, d'après son avocate, Madame Florence Réau. En revanche, on n'a pas exactement le motif de cette plainte. Alors pour rappel, en coup de sifflet final du match Bayonne-UBB, Yannick Bru, le manager, ancien manager de Bayonne et désormais manager de l'UBB, a voulu saluer son ancien président. Ce dernier a refusé. Ensuite, Yannick Bru a asséné une petite tape, voire plusieurs derrière la nuque de Philippe Taïeb, ce qui a mené à cette plainte. Ça a le mérite de faire travailler les avocats. Oui. Allez. Une nuquette, ça. Ouais, une nuquette. Allez, merci Quentin. On accueille sur l'antenne de Sud Radio Hugo Mola, l'entraîneur, le manager de Toulouse qui est avec nous. Et on est très heureux qu'il nous fasse cet honneur, invité exceptionnel de Sud Radio, de Au cœur de la mêlée. Salut Hugo. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Yohan, je te présente pas, Hugo. Non, salut Hugo. Félicitations pour Salut, hier. Merci beaucoup. Et Philippe, bien sûr, qui est avec nous, Philippe Spanghero. Question pour commencer. Salut, Hugo. Est-ce que tu as eu le temps de savourer cette demi-finale? Parce qu'on sait quand on est entraîneur, on rebondit toujours sur le match d'après. Voilà. Est-ce que là, quand même, vu la qualité du match, vu le score, vu c'est la 8e finale de l'histoire du club, est-ce que tu as eu le temps de savourer? Est-ce que tu as pris le temps surtout de savourer, Hugo? Pris le temps, oui, c'était une journée un peu plus cool où seule la récup était au programme pour l'ensemble des joueurs, et puis nous, concernant le staff, on a pris le temps de regarder le match tranquillement, mais sans trop d'exigence aujourd'hui. C'était plus pour replanifier un peu la semaine et organiser ce qui devait être pour recevoir ce week-end et dimanche soir le leader du championnat, parce que ça s'arrête quand même pas trop, le leader du championnat, le Stade Français. Donc pour rien vous cacher, on est déjà sur la suite et sur les événements qui vont arriver dans ces prochaines semaines, mais qui sont au final quand même des chouettes événements à vivre. Yohan.
Oui, des beaux événements. Juste, comment tu fais pour basculer comme ça 3 semaines, c'est long. Tout le monde a envie de jouer. Tout le monde, tu vas redistribuer les cartes sur ces 3 semaines ou mettre au repos, faire molle le groupe qui est censé jouer la finale. Tu es pas totalement étranger de notre mode de fonctionnement. Donc évidemment, il y a un match pour recevoir le leader du championnat. Donc on a tout intérêt malgré tout pour espérer une qualification dans un premier temps et pourquoi pas un bon positionnement en fin de championnat pour s'éviter un match de plus au cas où on finirait dans les 2 premiers de jouer le coup à fond. Donc évidemment qu'on va exposer nombreux des joueurs qui étaient sur le groupe de ce week-end. Après, la bonne nouvelle, c'est que la période de doublon a permis à pas mal de jeunes joueurs et d'autres d'émerger et de nous montrer qu'ils pouvaient postuler régulièrement, notamment sur des matchs qui comptent. Donc on va essayer de mixer un peu tout ça pour essayer d'être performant sur les 2 rencontres de championnat qui arrivent, qui viennent avant cette finale de Champions Cup. Et évidemment qu'il y a quelques postes où nous sommes quand même en flux tendu, voire très tendu, même s'il y a d'autres, on a un peu plus le choix. Et donc il faudra qu'on gère évidemment la fraîcheur des uns et des autres, aussi eu égard à leur temps de jeu, à leur exposition. Et j'ai quelques plafonds qui ont complètement explosé en termes de temps de jeu pour certains depuis avec la Coupe du Monde, le tournoi et les différentes compétitions. Donc j'ai des garçons qu'il va falloir que je protège un petit peu. Ouais. Philippe. Ouais, salut Hugo. Écoute, alors j'ai une question qui concerne pas directement l'actualité, mais à titre personnel, même si c'est toujours difficile en rugby de parler de soi. Quand tu te retournes un peu sur ces presque 10 ans au Stade Toulousain, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Parce que c'est vrai que le temps passe vite. On oublie un peu cette période durant laquelle tu es arrivé, qui était une période de reconstruction du Stade Toulousain avec un effectif un peu vieillissant, des joueurs à changer, un vestiaire pas forcément facile à mener quand tu es arrivé. Voilà, après presque 10 ans, quand tu te retournes avant cette finale, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton parcours à toi au Stade Toulousain? Je sais pas si je nourris de la fierté ou quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que je ne voulais pas être trop en décalage avec ce qui avait été fait avant. Donc, s'il y a une chose sur laquelle on peut aujourd'hui se retourner un petit peu, parce que si tu te retournes trop longtemps, t'as vite fait de te faire dépasser, c'est d'avoir sur les 10 dernières demi-finales possibles à jouer par le Stade Toulousain, on les a jouées depuis 2018-2019. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu es capable de jouer les premiers rôles, tu finis de temps en temps par gagner un titre ou deux. Donc ce qu'on veut, c'est garder le Stade Toulousain en haut. Et je pense que pour le moment, c'est le cas. Cette génération, je l'ai dit en conférence de presse avant le match, et c'est pas du tout... elle a marqué son temps de manière assez évidente, mais pour marquer vraiment l'histoire du Stade Toulousain, il faut qu'elle gagne encore et encore. Donc moi, j'ai quand même de la chance de pouvoir entraîner une génération incroyable. Le staff avec lequel je bosse au quotidien, encore aujourd'hui, on a joué hier et j'avais tout le monde au boulot ce matin et j'ai pas besoin de les appeler, j'ai pas besoin de leur courir après, j'ai la chance de bosser avec des mecs incroyables. Donc ma fierté elle est plus sur l'harmonie et d'être en phase avec l'ensemble du club à tous les étages, plus que de mon point de vue perso de me remplir l'armoire à trophées, même si on est tous compétiteurs et qu'on a envie évidemment de se la garnir grandement. Non, mais en tous les cas, il fallait le reconstruire parce que, comme tu le dis, à partir de 2018, il y a vraiment cette période d'euphorie, mais il y a eu cette période de reconstruction avec un vestiaire à renouveler, avec des moyens financiers qui étaient limités. C'était quand même un pari qui était pas gagné d'avance. Non, l'aspect financier, souvent, on a évidemment quand le club marche avec une économie basée sur quelque part la réussite sportive. Évidemment, le club a été en danger et vous le savez tous. Johan a connu ces périodes, a connu ce vestiaire compliqué, a connu aussi ce passage de joueurs internationaux confirmés et de joueurs qui a fini sa carrière avec nous. Donc il a vu comment on a fonctionné et il fait partie de ces personnes aussi qui m'ont permis, quand je dis moi personnellement, mais aussi le poste que j'occupe et le staff que je représente, qui nous ont permis d'évoluer, de continuer à grandir, de continuer à nourrir les joueurs et de nourrir cette génération. Et moi, j'en serai jamais assez reconnaissant, mais les Johan Huget, les Florian Fritz, les Greg Lambolet,
sont des mecs qui ont des Yohan Maestri, sont des gars sur lesquels au final ça a été dur. Mais c'est peut-être avec cela que j'ai construit et qui m'ont permis de construire la suite. Yohan, c'est quand même sympa là ce qu'il vient de dire Hugo. Oui, non, parce que tu rougis pas. Moi j'aurais rougi à ta place. Hein. Oui, bien sûr. On rougit. Il rougit qu'au complément des dames. Non, allez, de suite. Non, mais parce qu'on sait, voilà, ce qu'on a connu, des périodes vraiment difficiles. Aujourd'hui, voilà, je suis très content pour Hugo parce que ça fonctionne, mais la période de 2-3 ans qu'on a connue était pas évidente. Parce qu'on a quand même le maillot du Stade Toulousain qui est parfois dur à porter et que les gens ne comprennent pas qu'on puisse pas gagner pendant 5 ans à Toulouse. Donc c'est difficile. Donc là, ça me fait rire parce que les gens, depuis 2021, on n'a pas gagné la Coupe d'Europe. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Tout le monde disait ça pendant le match. Je me dis, mais attendez, mais on vit dans un monde de fous. Donc voilà, l'honneur à Hugo parce qu'il a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Il a su s'adapter à cette nouvelle génération qui n'était pas évidente dans un premier temps. Et là, si on revient un peu sur le match, là on s'égare un peu, mais si on revient un peu sur le match, Hugo, je crois que c'est la première fois en Coupe d'Europe où vous menez très tôt, très bien comme ça sur la première mi-temps. On sait que les consignes, et bon, pour avoir un peu été dans le groupe, je sais que tu as dû mettre vraiment le curseur sur la vigilance du retour de vestiaire, mais on a senti l'équipe moins maîtriser le sujet. Et tu vois, je pense à cette touche d'Antoine qui trouve pas, il y a essai derrière. Voilà, il y a eu quelques petites scories. Et comment tu peux nous expliquer ça, nous qui étions derrière la télé? Non, mais tu sais trop bien, encore une fois, pour y passer il n'y a pas si longtemps. En fait, la Coupe d'Europe exacerbe les temps faibles des équipes. Et nous, on a connu un réel temps faible de la 40e à la 60e, et il y a des moments forts, notamment le contest de Dorian Aldeghri à 10 mètres de notre ligne, qui à la 57e ou 58e minute nous sort d'un mauvais pas, parce qu'à ce moment-là, on est à moins d'une marque d'avance, et ça peut être terrible. Et c'est vrai que la mi-temps, je pense qu'on a confondu un petit peu occupation, gestion, et on a plus tenu le ballon. Et nous, autant je pense qu'on est capable de faire des choses intéressantes quand on possède ce fameux ballon, mais quand on s'en sépare trop vite et pas forcément toujours de manière adroite, on redevient ordinaire et on se met en danger. Donc face à cette équipe qui honnêtement est incroyable, hein, il y a quand même une génération qu'il va falloir surveiller, parce que il y a beaucoup de jeunes joueurs, si ce n'est Danny Kerr et Joe Marler, mais au Harlequins, c'est une très jeune génération, et on regarde ce qu'ils font au championnat et des équipes qui sont capables de bouger, de secouer. Il va y avoir une génération anglaise qui va quand même piquer dans quelques temps. Donc je crois qu'on a battu un adversaire compliqué dans une demi-finale très ouverte, un peu trop ouverte à mon goût, notamment en deuxième mi-temps. Mais voilà, on a quand même su marquer, on a quand même su tenir notre score, et puis surtout, chose qui nous est arrivée notamment contre le Leinster, on a bénéficié de ce carton jaune en les punissant quasiment dans la seconde qui suivait. Donc le problème n'était pas physique, hein? Il y en a un petit peu. Je pense quand même que le retour de mi-temps, la chaleur, notre déplacement, nous on est aussi, alors on n'est peut-être pas aussi massif que certaines équipes, mais on a quand même une densité qui fait qu'en portant le ballon, parfois on s'épuise, et puis encore une fois, un ou deux, trois jeux au pied pas très pertinents, qui nous obligent à beaucoup nous déplacer, et qui nous mettent peut-être à ce moment-là un peu dans le rouge, physiquement. Et donc on se retrouve à courir après les Harlequins, qui techniquement, sur la vitesse de leur rugby, ils sont quand même assez impressionnants. C'était incroyable. Hugo, tu disais après le match, on a voulu plus gérer que jouer, on ne sait pas faire. Est-ce que ça veut dire qu'en finale, il faudra jouer face au Leinster? En tout cas, il faudra, lors de tes possessions, être en mesure de pouvoir marquer, parce que quand eux l'ont, le ballon, autant vous dire que tu peux courir après pendant de longs moments et de longues séquences. Je crois que sur le match, le truc qui est assez hallucinant sur le match contre Northampton, c'est ils ont fait quasiment 250 passes et presque 40 coups de pied. Donc c'est pour vous dire que l'un ne limite pas l'autre, et que dans tous les cas, quand ils décident d'attaquer, c'est des longues séances. Donc et des longues séquences. Donc à nous de nous préparer à ça. Ce que je sais, c'est que je sais rien. Et que les premières, les fois où on les a joués, on a préparé les choses d'une certaine manière et que ça n'a pas fonctionné. Donc à nous de trouver
la nouvelle formule qui, je l'espère, nous permettra de battre cette super équipe. Voilà, le 25 mai à Londres, bien sûr, on le suivra sur Sud Radio. Ça sera un événement. On va te remercier, Hugo, d'avoir été avec nous. Voilà, c'est un jour de repos pour toi et on te fait travailler bien tard. Merci en tout cas, Hugo Molay. Bravo pour cette qualification. En route pour le 6e titre des Rouges et Noirs en Champions Cup. On va bien sûr continuer cette émission à forte consonance toulousaine et d'ailleurs pour l'occasion cadeau avec la collection complète de la quadrilogie des Gueules du rugby 2023, joueurs qui sont pris en photo et également dont l'histoire est contée. Voilà, c'est une offre bien sûr qui est limitée avec un ballon Gilbert et du Stade Toulousain. Bref, vous avez quand même un cadeau qui mérite d'appeler le 0826 300 300. Attention, surtout un lendemain de qualification pour la finale de la Champions Cup. Allez, on se retrouve dans un instant encore pour parler de Toulouse avec vous, les auditeurs qui jouaient au jeu et qui avaient envie de partager, de prolonger ces bons moments qu'on a vécu hier au Stadium et sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. 20h20 sur l'antenne de Sud Radio. Si vous êtes avec nous, on parle rugby au cœur de la mêlée. Yoann Huget, Philippe Spanghero, ils sont là, la team Sud Radio qui est bien soudée, bien réunie et heureuse surtout d'avoir vu ce Stade Toulousain brillant. 6 essais inscrits hier au Stadium face aux Harlequins qui en ont inscrit 4. Quel match de rugby! Et forcément, on l'a bien vécu sur Sud Radio et vous aussi, vous l'avez aimé et vous nous appelez au 0826 300 300. Cédric nous appelle, supporter de Toulouse mais alsacien. Bonsoir Cédric. Bonsoir François, bonsoir Yoann et bonsoir Philippe. Salut François. Merci d'être avec nous Cédric en direct sur Sud Radio. Et bon, alors vous, comment vous l'avez vécu cette qualification, cette demi-finale qui a été quand même incroyable? Alors, je dirais, je l'ai vécu en 4 phases. Les 20 premières minutes de la première mi-temps, on était content, il y avait un beau match. Les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on était euphorique des 3 essais. Les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on commençait à avoir peur quand les Harlequins arrivaient à -5. Et une fois qu'il y a eu le carton jaune, on a été un peu plus rassurés. On va quand même dire que la deuxième mi-temps, les 20-25 premières minutes de la deuxième mi-temps, nous ont un peu stressés sur le canapé. Ouais, ça stressait. Bon, Yoann, c'était un jaune ou un rouge là? Parce que quand même, c'est Antoine Dupont, c'est le 9. Ah, parce que c'est Antoine Dupont, il faut mettre mais rouge. enfin, il vise la tête. On sait quand même que bon, il a une plaque. C'est vrai que voilà, c'était limite quand même. Il savait qu'en mettant le jaune, il allait pas revenir. Il allait revenir 2 minutes. Donc il a fait, on va dire, comme dit Christophe Furios, il a fait de la politique. Donc il a mis un jaune, il est resté 66 minutes, il allait revenir à la 77e, 3 minutes à jouer, il n'a pas pris de risque, il n'a pas voulu gâcher en disant il a mis rouge. Mais normalement c'est rouge, choc à la tête. Il manquait un peu de vitesse pour avoir toutes les 3 étapes et voilà, le jaune... Il est bien. Il était marqué, hein, Antoine Dupont. Moi, je l'ai à la conf. Là, il avait le front tout rouge. Philippe Spanghero, toi, tu... Il a le front rouge aussi? Non, il n'a pas le front rouge, Philippe. Mais en tout cas, il a peut-être un avis sur ce carton. Il a été trop gentil. La seule fois où je l'ai eu, c'est quand on se mettait des coups de tête avec la huche dans les vestiaires. Mais depuis, plus jamais. Non, c'est difficile à arbitrer parce que il n'y a pas tous les niveaux qui permettent d'être affirmatifs sur le rouge, comme le dit Yoann. Il n'y a pas l'intensité. C'est très bas la situation. Antoine Dupont est très bas. On sent qu'il y a un mini effort d'enserrer aussi. Il jette pas l'épaule complètement. Donc, comme le dit Yoann, à ce moment-là du match, ça aurait été à la 45e ou à la 50e, ça aurait été encore plus compliqué de prendre la décision. Mais là, bon, voilà, il savait que le match était quasiment plié. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce carton jaune, c'est un point de bascule du match, parce que les Harlequins étaient vraiment jusque-là dans un temps fort. Enfin, ils l'avaient perdu depuis quelques minutes, mais voilà, c'était une fin de match un peu délicate pour les Toulousains qu'on n'appréhendait pas du tout quand les joueurs sont rentrés au vestiaire. Voilà, je pense que ça il y a pas à polémiquer. Le rouge aurait pu être aussi polémique du côté des Harlequins. Est-ce que cette action, en fait, ce serait pas justement l'exemple idéal pour le carton rouge de 20 minutes avec retour d'un autre joueur après au final? Gros débat. Je suis pas spécialement. Personne n'en veut en France. On en a parlé. Bah oui, on en a parlé plusieurs fois. Mais...
on dit c'est politique, on veut pas mettre le rouge pour pas forcément détruire le match. Bon là c'est vrai qu'à la 60e ça change rien, minute, ça Si change tu lui plus mets 20 grand-chose, minutes, c'est un rouge. mais voilà. Mais si il fait ça effectivement à la 40e ou à la 45e, là la question pourrait se poser. Est-ce qu'au final ça vaut pas le carton rouge de 20 minutes pourrait être justement pour ce genre de cas? Je sais pas. C'est exactement Non mais derrière, non mais c'est vrai, mais en fonction des moments de la saison, ça a des incidences. Un carton rouge, c'est forcément des matchs de suspension derrière. Donc il y a des gestes qui méritent plus ou moins de sévérité dans la décision. Celui-ci fait partie des gestes où s'il y avait rouge et potentiellement 1 ou 2 matchs de suspension derrière et que ça prive un joueur de sélection, etc., c'est un peu fort. Mais après le problème c'est que tout ça c'est contradictoire. On a tellement besoin. Aussi, vous savez, messieurs, il peut être cité après match. Donc, oui. Mais après on a tellement besoin d'être exemplaire sur la sécurité des joueurs que si on commence à transiger sur ce genre de choses, c'est compliqué aussi. Donc honnêtement, c'est un débat qui est difficile. Débat difficile, mais débat auquel vient s'ajouter Fabrice, qui nous appelle d'Oloron Sainte-Marie. Voilà, dans le Béarn, 0826 300 300. Bienvenue Fabrice, bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, alors, qu'est-ce qu'il s'est passé pour toi ce dimanche? Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'est pour toi le plus beau match de ces dernières années, ou comment tu le qualifierais ce match, Fabrice? Comment on appelle dans les appareils photo de négatif, mais pas dans le sens inverse du positif, hein. Ouais. De négatif de la photo, c'est-à-dire contre Exeter, on a tout serré, on était inquiet en première mi-temps et puis ça a déroulé en seconde, et là c'est exactement l'inverse, quoi. On a vu un Toulouse inversé. Donc moi j'attends, moi je suis fan de Toulouse depuis 50 ans, hein. Donc je suis évidemment supporter. J'attends demi-temps pleine, mais je pense pas que ça soit contre en finale qu'on va le voir, parce que là on tombe sur un très gros morceau, quoi. Mais pour revenir, moi, tu y crois quand même. Pardon. Fabrice, tu y crois quand même à une victoire, un 6e titre face au Leinster? Il y a quelques revanches à prendre là des 2 dernières demi-finales. Surtout que le Leinster n'a pas fait demi-temps complète contre Northampton, hein. Le bonheur, ça serait surtout d'être champion d'Europe sur les terres anglaises. Ça, c'est qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? Non, mais bien sûr qu'on y croit. Cette équipe du Stade de Toulousain, de toute façon, avec son attaque flamboyante, on y croit. Moi, je voudrais revenir par rapport pour donner, si vous permettez, mon avis par rapport à cette histoire du carton rouge. Bon, j'entends toutes les choses. Il restait que 3 minutes, etc. Non, attention, hein, n'oublions pas, hein, moi j'ai toujours en mémoire un match du tournoi contre le Pays de Galles qui a duré 95 ou 96 minutes, rappelez-vous, quoi, avec toute cette équipe qui revenait. Donc, est-ce qu'il faut tenir compte de ce temps qui reste à jouer? Ça veut strictement rien dire, quoi. Donc le gars, il aurait pu revenir, ça aurait pu durer plus longtemps. Je sais pas, moi je crois que pour moi il faut protéger les joueurs. Je sais pas, moi j'aurais pas été choqué. Pas du fait que ça soit contre un Toulousain, hein, mais sur le principe, j'aurais pas été choqué, moi, du rouge. Bon, ça c'est un avis. Mais pour revenir sur Fabrice, où il dit que les Toulousains n'ont pas fait de demi-temps complète ou voire un match plein. Si, dans la saison, oui. Dans la saison, oui. Oui, mais je pense que l'essentiel avant d'avoir un match plein, c'est de gagner les matchs. Après, on peut avoir des phases où on est en bonne position, des phases où on a un temps faible, et les temps forts, ça arrive durant 80 minutes. Je sais pas, mais le Leinster, je les ai pas vus avoir 80 minutes de consistance comme accoutumé. J'ai pas vu d'autres équipes comme le Stade Toulousain avoir 80 minutes. Donc sur un match comme ça de très très haut niveau, sincèrement, c'est difficile d'avoir 80 minutes exemplaires, sans faire de fautes, sans qu'il y ait un fait de jeu ou un détail. Là, ils ont fait le dos rond durant leur temps faible, plus ou moins bien géré. Mais en tout cas, ils gagnent et c'est ce qu'il faut retenir jusqu'à présent. Ah oui, complet. Non, mais c'était une galéjade. Hein. Je disais ça par rapport au nerf de chacun. Ce qu'il y a de certain, c'est que moi j'étais présent pour le match de 8e. J'étais au stade pour le Racing. On a une force d'explosivité sur cette équipe toulousaine qui sait faire effectivement le dos rond. Et puis, quand ça part de tous les côtés. Oui, ça pétarade. Ouais, et le banc.
et le banc. On sait que Hugo comptait dessus, mais honnêtement, bon, il y a ce carton jaune, mais il y a aussi l'apport du banc. Parler du grattage de Dorian Deguéry tout à l'heure, l'entrée de Thomas Ramos. C'est vrai que honnêtement, quand on est une équipe qui doit affronter Toulouse dans ces matchs couperés de phase finale, c'est quand même un casse-tête de savoir comment les prendre, quoi. Et face au Leinster, les 23 mecs sont meilleurs que les 23 du Leinster, en tout cas sur le banc des remplaçants du Leinster, et les Toulousains sont au-dessus. Ouais. Donc là, je pense que le titre va se jouer sur la fin du match. Ouais, je pense, et j'ai pas osé poser la question à Hugo, mais honnêtement, je sens le Leinster perdre un peu de sa suprématie. Je les ai sentis moins dominateurs sur cette édition que les saisons précédentes. Hein. Il faut quand même modéré avec cette équipe. Pas trop le dire fort, quoi. On va rester modéré parce que à chaque fois qu'on pensait qu'on pouvait les gagner, c'est 40. Hein. 40 il y a 2 ans, 40 il y a 3 ans. Ouais, là, je sais pas. C'est un ressenti sur cette saison. Je les sens un peu moins dominateurs, un peu moins sûrs de leur rugby. Cette demi-finale, elle amène des questions quand même. Alors, on peut dire qu'ils ont géré leur deuxième mi-temps parce qu'ils avaient pris de l'avance. Moi, je crois pas. Je crois que ils ont été un peu pris en deuxième mi-temps, qu'ils ont perdu les pédales et que on n'a pas très, très mal joué, Philippe. En première mi-temps, ils ont fait tomber 10 000 ballons. Ils ont été approximatifs. Mais c'est pour ça que si tu veux, quand tu regardes le score final, tu te dis que malgré cette première mi-temps catastrophique, à la fin, ils ont failli faire le coup. On n'a pas senti un Leinster en maîtrise. On va en reparler, bien sûr, parce qu'on va parler de ces Toulousains, mettre en perspective aussi avec Gilles Navarro qui va nous rejoindre et qui est un journaliste spécialiste de rugby, qui a écrit notamment des livres sur le jeu toulousain, et on va en reparler. Cédric et Fabrice, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez rester, on fait juste une petite pause et on revient pour continuer un peu ce débat autour du Stade Toulousain. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. 0826 300 300 au cœur de la mêlée pour revenir sur ce magnifique week-end de rugby et cette qualification de Toulouse pour la finale de la Champions Cup. On va bien sûr en reparler avec Gilles Navarro qui va nous rejoindre dans le studio Sud Radio, auteur du livre L'art du jeu en mouvement, le jeu toulousain, pour essayer un petit peu aussi d'élargir et de voir ce qu'on a vu hier, si c'était peut-être ou pas l'un des matchs qui peut rentrer dans l'histoire du Stade Toulousain. Cédric et Fabrice, toujours avec nous, nos auditeurs, vous aussi vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On rappelle qu'il y a un jeu qui est en cours, un ballon Gilbert Stade Toulousain à gagner, et le pack complet des gueules de rugby, 2023 joueurs en 4 tomes. Voilà, des photos et des témoignages des plus grandes légendes du rugby, signé Jean-Pierre Pagès. 20h32. Pardon François, une seconde. Je remercie Cédric, petite parenthèse, parce que c'est un auditeur fidèle. Et qui me met une certaine pression parce que j'ai fait un faux pas vendredi soir, il l'a relevé directement samedi à l'antenne, donc je merci Cédric de me garder sous pression. Enfin quelqu'un qui voit les choses dans cette émission, c'est incroyable. J'ai un petit carnet de notes, je répertorie tout, et au moment où ça ressorte, j'interviens à l'antenne et je lance l'info. Voilà. C'est l'arbitre assistant d'Alexandre. Merci de nous écouter autant. Voilà. Ouais, c'est sympa en tout cas. Cédric, supporter de Toulouse en Alsace, Fabrice de Laurent-Sainte-Marie et Gilles Navarro qui nous appelle sans doute de Catalogne. Voilà, auteur du L'art du jeu en mouvement. Gilles, voilà pour le Stade Toulousain. Salut Gilles. Bonsoir François, bonsoir Philippe. Merci d'être avec nous, avec Yohann Huget également, et donc les auditeurs du fan du Stade Toulousain. Hier, on a vu quand même une grande demi-finale de Champions Cup. Gilles, je disais, tu es journaliste et auteur de livres. Tu avais fait, je me rappelle, les 1000 matchs de Guy Novès. Là, l'art du jeu en mouvement, je le montre sur l'app si jamais vous nous regardez sur l'app Sud Radio ou sur le site. Et voilà, comment toi tu la qualifierais cette demi-finale, celle qu'on a vue hier au Stadium face aux Harlequins? À la mi-temps, je disais que pourquoi on aime le rugby, parce que c'était la démonstration que nous ont faite ces deux équipes. Parce qu'il ne faut pas enlever du match, il ne faut pas enlever les Harlequins qui ont joué le jeu jusqu'au bout, qui ont magnifiquement bien donné la réplique aux Toulousains. Les Toulousains sont peut-être un ton au-dessus, mais les Harlequins ont fait un match aussi remarquable. Et je disais à la mi-temps, donc, 31-12 pour les Toulousains. Si on aime le rugby, c'est pour voir ce genre de match-là, ce genre de jeu-là, pratiqué dans l'art du mouvement, le soutien, les courses, les longues courses, les inspirations. Il y avait tout dans cette première mi-temps toulousaine. Et moi, j'étais subjugué parce que je suis subjugué par ce Toulouse-là depuis des semaines.
Je le vois jouer régulièrement et je pense que Johan, Philippe et toi, vous avez été pareil subjugués par ce que nous a montré le Stade Toulousain hier au Stadium. Est-ce que toi qui, on va dire, a un peu d'expérience, on appelle ça comme ça, et donc tu as vu quelques matchs, Gilles, est-ce que tu le mets dans quoi, dans un top 5 des matchs de phase finale du Stade Toulousain, ce qu'on a vu hier ou pas? Je trouve que le quart de finale était déjà pas mal. Ouais. C'était déjà d'un très haut niveau. Et là, la demi-finale aussi. Alors, j'espère que la finale sera du même acabit, même si le Leinster, c'est pas du tout la même forme de rugby que les Harlequins, mais j'espère que la finale sera du même acabit et les gens prennent vraiment du plaisir à regarder ce rugby-là. C'est un rugby enthousiasmant. Il y a quelques années en arrière, on se plaignait qu'il n'y avait pas de jeu, que les matchs étaient fermés, que les défenses prenaient le pas sur les attaques. Mais là, aujourd'hui, on voit enfin du rugby total, du rugby sur tout le terrain, de la première à la 80e minute. Je ne connais pas le temps de jeu effectif de la demi-finale d'hier, mais il me semble exceptionnel, quoi. Et c'est ce bonheur-là que nous procure, je l'ai dit, non seulement les Toulousains, mais les Harlequins aussi, qui ont fait un match remarquable. Le bonheur que nous procurent ces rugbymen-là, ces joueurs-là, est formidable. Johan, toi qui as arrêté il n'y a pas si longtemps, est-ce que tu vois une évolution est-ce que il y a eu 10 essais quand même hier en demi-finale de Champions Cup, c'est assez rare, on a l'impression qu'il y a des scores de plus en plus fous et surtout il y a un jeu qui est débridé mais maîtrisé. Débridé certainement parce que en fait les Harlequins ont pris le parti de marquer plus de points que l'adversaire. La défense, oui, ils y accordent beaucoup d'importance. On a vu beaucoup de contre-ruck, mais c'est une équipe qui joue, qui ne prend pas les points, et donc ils nous amènent dans un niveau de fatigue pour justement perdre un peu les pédales comme a pu faire Bordeaux. Maintenant, une demi-finale avec 5 ou 10 essais, c'est quand même exceptionnel. Ce qu'on a vu, normalement, un match de série, à la 60e, il y a quelqu'un qui se trouve en défense, et ça fait un 20-15 ou 25-20. Il n'y a pas, normalement, ces scores incroyables, mais on est sur du jeu de possession. On est passé de la dépossession à du jeu de possession. On voit des équipes attaquer. Les Toulousains ont très peu de prix de les 3 points. Je pense que dans les premiers quarts d'heure, ils vont directement en touche. C'est un nouveau rugby spectacle qui est attrayant pour tout le monde, je pense. Cédric, Fabrice, Philippe, réaction peut-être, messieurs, d'abord Cédric, sur cette capacité. On sait qu'il y a du talent à Toulouse, ça fait des décennies que ça dure, mais là quand même ce qu'on a vu avec cette intensité-là, c'est assez rare. C'est vrai que quand on regarde les matchs du Stade Toulousain ou même des Harlequins hier, c'était vraiment, comme a dit Gilles Navarro, c'est du jeu. Et ça donne vraiment envie, parce que c'est vrai qu'il y avait quelques années, j'ai souvenir de l'équipe de France de Guillaume Guirado, désolé pour lui, mais où c'était, on va dire, c'était l'exact opposé de ça. Et là, ce renouveau du rugby avec le jeu, franchement, c'est super agréable. Quand je vois un Paul Coste, juste champion du monde U20, ce qu'il arrive à faire sur des matchs, sa percée où il met Marcus Smith sur le cul, franchement, ça donne envie, ça donne qu'envie de voir ce genre de choses, quoi. C'est vraiment, c'est ce qui donne envie d'aller de se mettre sur son divan, de regarder la télé ou d'aller dans les stades, quoi. Et d'écouter la radio, bien sûr. Fabrice, non, je rigole. Fabrice d'Oloron Sainte-Marie, vous aussi là, ça fait partie, comme Gilles le disait, peut-être et Johan, peut-être d'un match référence sur l'histoire récente de ce Stade Toulousain. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Gilles Navarro par rapport. Il faut mettre les deux équipes dedans, parce que c'est vrai que les Harlequins ont parfaitement joué le jeu. Les deux équipes nous ont, pas réconciliés, mais ont été une ode justement à ce qu'est au départ, à ce que doit être le rugby au départ. C'est un sport de contact, mais aussi d'évitement. Et c'est quelque chose que par le passé on voyait plus trop, quoi. On voyait il y avait beaucoup d'équipes qui jouaient dans du rentre dedans, etc. Dans des petits paquets. On partait toujours vers le paquet d'avant. Là, on voit des gars qui envoient du jeu, parce que avec un coup de rein, vous brisez avec un crochet, vous brisez les reins du défenseur, bien souvent. Hein. C'est au moins aussi efficace, voire plus, et on s'en rend compte, quoi. Et moi, c'est simple. Ce
Le Stade Toulousain, on est dans une période, dans une telle morosité ambiante en permanence. Le Stade Toulousain, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Parce que ça fait un bien fou au moral. Quand on n'a pas le moral, on regarde le Stade Toulousain, ça va de suite mieux. Non, mais voilà, quoi. Voilà. Mais c'est un plaisir, parce que ce jeu d'évitement qu'on voyait plus, on le retrouve grâce au Stade Toulousain, et c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir. Le ballon vit. C'est pas les coureurs les joueurs courent, mais c'est le ballon qui court. Et c'est ça qui est le plus agréable. D'où l'intensité, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un temps de jeu plus long. Quand le ballon, il court plus que les joueurs. Voilà. C'est Gilles qui voulait réagir, non ? Oui, je voulais réagir parce que ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que du combat, comme le disait notre auditeur, le combat qui est l'essence même du rugby, il y était hier. On l'a vu, ce combat. Oui. Ça a chamaillé, ça a chacaillé sur tous les rugs, sur tous les molles. On s'est rentré dedans, c'était rude. Mais effectivement, dès qu'il y a une opportunité, une ouverture, dès qu'un joueur, il faut des joueurs de classe pour que les Smith, les Dupont, les Nitamac, dès qu'un de ces joueurs voyait une ouverture, ça l'empêchait pas de tenter le coup. Ramos, quand il est rentré, il s'est même pas posé la question. Le premier ballon, on s'est dit, il va se faire contrer. Pas du tout, il a relancé intelligemment et il a pris le dessus sur la défense anglaise. Donc ça veut dire c'est aussi une question de volonté. Quand tu as envie de jouer, il faut avoir le ballon évidemment, mais quand tu as envie de jouer, tu peux jouer dans ce rugby-là tel que le Stade Toulousain le pratique aujourd'hui, et ça a toujours été la philosophie des Toulousains depuis 50 ans. Dès que tu peux jouer, tu joues, tu tentes. Et tant pis si tu vas pas toujours réussir, mais tu tentes. Tu tentes quelque chose, tu as un soutien à l'intérieur, tu as un soutien à l'extérieur. Le porteur du ballon, il est jamais tout seul, il est jamais esselé. Il y a toujours des soutiens derrière lui. Et le ballon continue à vivre, comme disait l'auditeur, le ballon il court, il va plus vite que les hommes, et c'est pour ça qu'on voit du mouvement en permanence. On a posé la question à Antoine Dupont en conférence de presse, nous journalistes de Sud Radio, justement sur, voilà, on a eu nous la sensation de commenter l'excellence, ou en tout cas peut-être même la perfection sur la première mi-temps. Comment les joueurs l'ont vécu sur le terrain ? Réponse d'Antoine Dupont. Ouais, on sent par moment qu'on a une certaine osmose sur le terrain quand on se jette les ballons, que ça finit toujours dans les mains de quelqu'un, qu'on finit derrière la ligne. On a vraiment un sentiment hyper agréable sur le terrain, mais c'est quelque chose qu'on arrive à toucher du bout des doigts par moment et qu'il faudrait qu'on arrive à maîtriser un peu plus. On est capable de faire des choses très compliquées par moment, qui sont très belles à regarder, et des choses très simples qu'on fait mal. Donc c'est paradoxal, mais c'est un peu notre vérité. Et c'est ce sur quoi il faudra qu'on se concentre, parce qu'on sait que les Irlandais, ils sont redoutables, surtout dans ces phases-là. Tiens, on va poser la question à Johan, mais Philippe, est-ce qu'il y a encore une marge de progression ? C'est un peu ce que sous-entend là Antoine Dupont. On sait que les joueurs, ils sont jamais satisfaits pleinement, mais est-ce qu'il y a encore une marge de progression ? Est-ce qu'ils peuvent faire ça pendant 80 minutes, ce qu'on a vu hier pendant la première mi-temps ? C'est une question à se poser, ce trou d'air au retour des vestiaires. Est-ce que c'est normal dans un match à ce niveau d'intensité ou pas ? Moi, je crois qu'à l'échelle du Stade Toulousain, ça donne des billes et ça donne à manger au staff pour dire non, on a encore une marge de progression. Elle est réelle, forcément, parce que quelque part, le Stade Toulousain nous a habitués à tuer ce genre de match. Et au retour des vestiaires, on pensait jamais à ce scénario. On pensait que le stade avait fait le plus dur et que ça allait dérouler, et on pouvait s'attendre à un scénario qui ressemblait à ce qu'on avait vécu en quart contre Exeter. Donc forcément, il y a de l'amélioration et on voit que le stade a loupé des choses. Et c'est ce niveau d'exigence qu'il faut avoir quand on veut gagner toutes les compétitions qu'on joue. Donc oui, mais après, c'est sûr que il y a moins de marge de progression au Stade Toulousain que dans les autres clubs à ce jour. On a tellement l'impression, au moins en top 14, qui sont un cran au-dessus. En Champions Cup, voilà, ça va s'étalonner contre le Leinster, mais très certainement que le staff, quand même, avec notamment ces 20 premières minutes de deuxième mi-temps, vont avoir du grain à moudre auprès des joueurs, c'est sûr. Johan, tu voulais ajouter quelque chose sur oui, ce qu'on en fait, avait attendu, notamment le secteur dans lequel ils doivent progresser, c'est ces temps faibles. Ces temps faibles où Antoine Dupont, le joueur que c'est, doit trouver cette touche-là à ce moment-là pour le bien de son équipe, pour les faire souffler, parce qu'on sent que on est à un niveau de rupture très important au niveau de ses coéquipiers. C'est inverser ce jeu de possession, des possessions dans lequel le stade n'a pas l'habitude de fonctionner, et c'est-à-dire un peu plus de jeu au pied dans des moments un peu clés où l'équipe se sent un peu moins bien, et de pas repasser par ce jeu où il y a une mêlée où ils essayent de déborder, ils contestent,
voilà, dans des matchs serrés, je pense que les fondamentaux sont très importants, notamment ce jeu de dépossession et après ils rejouent les contre-attaques comme ils savent le faire. Mais là où ils ont un peu péché, je sais pas, c'est un péché d'orgueil, mais quand la machine s'arraille un peu comme le retour de deuxième mi-temps, il faut repasser par des choses simples. Aller en touche, gagner du temps, marcher, ça fait du bien aussi de marcher pour nos avants, ils sont contents, ils nous remercient. Mais voilà, il faut pas avoir honte. Et là, on a l'impression qu'ils essayaient de retrouver le rythme, de courir après le rythme qu'ils avaient en première mi-temps. Sauf que ça marche pas comme ça. Quand Antoine Dupont joue la première pénalité rapidement et que derrière il y a essai, tout le monde dit bravo, c'est génial, mais il y a des fois, on peut pas faire ça pendant tout le match. Voilà, bon, ça fait partie aussi des points d'amélioration. Il y en a. Gilles Navarro, on va conclure avec toi, Gilles. Voilà, on rappelle le bouquin chez Solar, Stade Toulousain, l'art du jeu en mouvement. Est-ce que hier, Paul Blanc, Robert Bru, Pierre Villepreux, voilà, enfin alors Bru et Blanc, malheureusement, ils sont plus de ce monde, mais est-ce qu'ils devaient être fiers de ce qui s'est passé au Stadium? Oui, je pense qu'on peut poser la question à Pierre Villepreux, mais je pense qu'ils ont été enthousiasmés comme je l'ai été au Stadium. Et je me demande toujours, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont nous inventer de plus? On sait déjà ce dont les Toulousains sont capables, mais qu'est-ce qu'ils peuvent inventer de plus? Alors ils sont pas parfaits, hein, parce qu'il y a, comme Johan l'a dit, il y a encore des points d'amélioration. Il y a plein de choses à faire. J'en discutais avec Jérôme Casalbou après le match. Il me disait, mais on ne sait pas tuer le match. Par exemple, quand on est en supériorité numérique, on se prend les pieds dans le tapis parfois parce qu'on ne joue pas suffisamment simple. C'est ce que vous avez dit tous précédemment. Donc effectivement, il y a encore des points d'amélioration, mais alors on se demande, lorsque le Stade Toulousain sera parfait, qu'est-ce que ça va donner, quoi? Il me tarde de voir ça. Non, c'est le 25 mai. C'est le 25 mai à Londres pour la finale. On va remercier Cédric et Fabrice d'avoir été avec nous, nous avoir appelé au 0826 300 300. On se rappellera d'ici la finale, messieurs, parce qu'on va forcément en reparler. Merci d'avoir été avec nous en direct. Vous nous appelez également au 0826 300 300 pour gagner un ballon Gilbert Stade Toulousain et également la collection Gueule de Rugby, les 4 tomes, voilà, 2023 joueurs de légende, voilà, qui sont là dans le pack. C'est Jean-Pierre Pagès qui a réalisé ce magnifique opus et qui est un véritable patrimoine de notre sport. Est-ce qu'on fait une petite pause? Oui, Quentin, voilà. Et on remercie Gilles d'avoir été avec nous, bien sûr, Gilles Navarro, auteur du Stade Toulousain, l'art du jeu en mouvement. Allez, à tout à l'heure, 0826 300 300, le jeu bien sûr, et on accueillera David Oradou, l'entraîneur de Suresnes, ancien joueur du Stade français, et qui a plein de choses à nous dire également sur le week-end. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les auditeurs passionnés de rugby au cœur de la mêlée, l'émission qui revient sur le week-end rugby. Il y avait le Stade Toulousain qui s'est qualifié pour la finale de la Champions Cup, et il y a eu également des matchs serrés, des matchs de phase finale dans les divisions inférieures et notamment en national, le 3e échelon du championnat français où Suresnes a éliminé Albi 21-18. Pour en parler, son entraîneur David Oradou, ancien deuxième ligne internationale du Stade français. Salut Bibi, puisque c'est ton surnom quand même, il faut voilà, David mais Bibi. Ça va Bibi? Ça va bien et toi? Ouais, bonsoir. Super. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Voilà, c'est vrai que la soirée a été mouvementée. C'était quand? Samedi soir sur la pelouse d'Albi. Raconte-nous comment toi tu l'as vécu sur le bord de touche. Vous étiez mené à la pause 15-11 et vous avez fait la différence en fin de match. Voilà, un essai et puis surtout une pénalité au-delà de la sirène. Oui, on a eu un petit peu l'habitude cette année de gagner quelques matchs dans les Money Time. Et une fois de plus, ça a été un match à fort suspense, un match relativement indécis. Effectivement, on était en terre hostile, en terre albigeoise. Et voilà, donc on a réussi à faire un match relativement complet. Et on a réussi à faire basculer le match en toute fin de match, parce qu'à la 77e, on était encore mené. Et on plante un essai et on passe surtout cette pénalité de la gagne sur le coup de sifflet final. Donc ça c'est des moments très très forts quand t'es entraîneur, mais surtout par rapport aux joueurs, par rapport à tout l'investissement qu'ils y ont mis depuis le début
de la saison. Donc c'est vraiment des moments plaisants. On va écouter ça, justement, on va revivre ça. C'était 21-18, le score final, mais sur 82e minute, écoutez. Chezot, sur les 40 mètres, excentré, sur la droite, au niveau à croisé sec, à le destin de Suresnes, à main, à le destin de ce quart de finale. Va-t-on aller aux prolongations ou va-t-on finir sur une victoire de Suresnes? Le ballon part et passe. Victoire de Suresnes ici à Albi, sur le gong, 21-18, coup de massue au stadium. Ouais, 21-18, le Mag Sport qui retransmettait ce match. Voilà, ça veut dire quand même, Bibi Oradou, entraîneur de Suresnes, que vous allez défier un peu l'un des favoris de la compétition, c'est Nice en demi-finale. Voilà, vous rêvez toujours de monter. Enfin, ça fait partie des plans. Ouais, disons qu'on est relativement modeste dans notre construction. Le club est en train de grandir d'année en année. Le projet a démarré bien avant moi avec la venue de Mathieu Blin qui avait commencé à structurer le club. Moi, j'ai repris le relais il y a 2 ans par rapport à ça. L'an dernier, on a connu une saison assez compliquée parce que les changements d'orientation, etc., ça se fait jamais simplement. On a la chance cette année l'objectif c'était de rentrer dans la liste de se qualifier, mais je pense que si tu avais posé la question à tout entraîneur, c'est l'objectif de tout un chacun. Maintenant, c'est chose faite. On a passé le premier tour qui est le quart de finale. On va jouer une demi-finale à l'extérieur à Nice, donc on n'est pas prétentieux pour dire que notre ambition c'est de monter en Pro D2. Oui, c'est notre ambition, on va dire à moyen terme. En 2030. Maintenant, si ça arrive rapidement, tant mieux. Mais bon. Voilà, raisonnable. Yoann Huget, peut-être une petite. Non, félicitations déjà, parce que c'était quand même le gros morceau, le gros morceau, le club avec joie, avec des intentions mais surtout, je pense qu'il y a Massy aussi à côté. Si mes souvenirs sont bons, comme je suis juste parisien, il va y avoir des bons derbies s'ils arrivent à mettre ce projet en place. Oui, salut Yoann. Oui, c'est exactement ça. De toute façon, même Massy, depuis qu'ils sont redescendus en national, faut pas se cacher la face. Hein. Il y a une sorte de rivalité entre nous qui est tout à fait saine. Mais c'est clair que dans un avenir à moyen terme, c'est pas déconnant de penser qu'un club de Pro D2 a sa place en Île-de-France, derrière les 2 mastodontes que sont le Racing et le Stade Français. Maintenant, nous on souhaite que ça soit bien sûr nous qui remontions en premier. Donc c'est une évidence, c'est tout à fait logique. Voilà. Philippe Spanghero, avec David Oradou, peut-être une question ou autre. Oui, salut David. Non, une question par rapport à ce fameux championnat de national. On s'est beaucoup interrogé dessus. On s'est posé la question de savoir si le rugby français avait vraiment les moyens d'avoir cette division professionnelle, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'écarts. Il y a eu de la casse aussi. Vous êtes quand même dans une dynamique vraiment très structurée. J'ai la chance de bien connaître Olivier Poulini, qui a la tête sur les épaules, et je trouve une belle vision de ce que doit être le club au-delà même du jeu. Mais toi qui as connu le très haut niveau, quel est ton regard sur ce rugby-là qui est un peu entre deux et son évolution? Moi, alors sur la nationale, honnêtement, il y a 2 ans, quand je suis arrivé dans le projet, je le connaissais pas du tout. Pour bien connaître, par contre, la Pro D2, avoir connu un petit peu le top 14 et surtout la Pro D2. Donc voilà, je savais qu'il y avait un projet à Suresnes, mais par contre, je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait, je vais dire, sportivement, le contenu. Après, au bout de 2 ans, je peux te dire que sportivement, le contenu est très très intéressant, franchement. On y retrouve énormément de bons joueurs. Preuve en est les 2 clubs qui sont montés l'an dernier, c'est-à-dire Valence Roman et Dax. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer qu'ils ont largement leur place en Pro D2. Alors effectivement, ils ont recruté légèrement, mais par contre, c'est 2 équipes qu'on pas du tout démérité à l'échelon supérieur. Donc je pense que la nationale a vraiment pris la mesure du professionnalisme au niveau du sportif.
Voilà. Par contre, là où je te rattrape, et là où je suis 100% d'accord, c'est que sur le côté structuration financier, là par contre c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait on s'aperçoit que la nationale a pas vraiment de modèle économique viable. C'est-à-dire que le modèle économique du top 14 et de la Pro D2, c'est en grosse partie des droits télé, et après le sponsoring, etc. Mais c'est en grosse partie des droits télé. Et bien sûr, quand t'as pas ça à l'échelon inférieur, dire que tu es un club professionnel avec des budgets, même si les budgets sont plus conséquents, mais c'est un équilibre qui est quand même relativement fragile. Et on l'a vu cette année avec le cas de Blagnac, hier Carcaran et d'autres clubs qui ont été en difficulté. C'est clair que c'est une réflexion qui doit être menée au niveau de la fédération, au niveau de la ligue, pour savoir si ils veulent pérenniser. Et je pense que c'est une très 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 belle école pour les jeunes joueurs en devenir. Mais par contre, il va falloir assainir, pas forcément assainir, parce qu'il n'y a pas de fraude, hein, c'est pas du tout ça la problématique. Solidifier, consolider. Consolider et faire en sorte que le rugby de national puisse perdurer dans le temps. Voilà. Bibi, budget juste de Suresnes pour info ? 8 millions. Oh non. On aimerait bien. Non, le budget, alors déjà, on a une très grosse asso. On a un budget d'1 million 100 au niveau de l'asso. Je crois qu'on est le deuxième budget de France au niveau de l'asso. Donc voilà, on a 350 gamins à l'asso. On est inscrit dans toutes les catégories hautes, Crabos, Ballondrade et j'en oublie. Ouais. Et à la après, mercerie. Et à la mercerie. Merci. Et après, donc, on a 3 millions 2 de budget pour la SASP. Voilà. Donc, ça fait un budget global de 4 millions 100. Pas loin de ce que disait Johan, finalement, de 8, on est arrivé à 4, attention, t'as vu, c'est pas mal. Quand t'es sur tes doigts, tu regardes ce que ça coûte la masse salariale de 35 joueurs, et tu vas vite faire comprendre qu'ils en ont de nom que le nom de professionnels. On a des joueurs qui sont, il y a un joueur de National 2 qui est plus réactif et qui a un boulot, touche des fois bien plus qu'un joueur de National. Donc c'est un championnat qui est vraiment hyper intéressant au niveau sportif, etc. C'est pas pour pleurer dans les chaumières, moi, c'est simplement pour expliquer aux gens qui nous écoutent ce que c'est vraiment que cette division-là, parce que t'entends des fois des conneries en disant les mecs ils sont pros, etc. Ouais, pros, mais par rapport aux efforts qu'ils consacrent, etc. C'est pas des salaires de top 14 et autres. Voilà. Cyril nous appelle de Montauban. Voilà, c'est le vainqueur du jeu qui a gagné le ballon Gilbert Stade Toulousain et le pack Gueule de Rugby 2023 joueurs pour 2023. Bonsoir Cyril. Bonsoir François, bonsoir Johan, bonsoir Philippe. Merci d'avoir appelé, merci d'avoir joué quand même. Beau cadeau finalement, un ballon du Stade Toulousain, a priori on joue bien à la main avec. Cyril. Oui, effectivement. Quand on a pu voir le match de hier, jeu de main, jeu de Toulousain. Ouais, c'était. Vous l'avez vécu comment ce match, vous et où? Très bien, très beau Stade Toulousain. On va dire qu'ils sont à leur place, on va dire. Je vois bien même vainqueur face au Leinster parce qu'ils ont quand même un niveau au-dessus. Et puis on voit bien, on va dire, l'osmose qui est entre les joueurs. Ouais. Tiens, on va demander à Bibi Oradou qui a souvent affronté le Stade Toulousain avec le Stade Français. Est-ce que tu les vois faire le coup en finale face au Leinster, Bibi? Écoute, moi c'est très sincèrement actuellement quand le Stade joue comme ça, c'est un pur régal. J'aimerais qu'ils fassent une très très belle finale et qu'ils battent les Irlandais. Je pense que ça serait mérité. Je serais leur premier supporter. Dernier petit mot, Bibi, avec toi, ton fils Hugo, voilà, quand même, qui a joué 20 matchs. Là, j'ai vu du top 14 sur 20 journées ou 22 journées. C'est une belle saison en quelques mots parce qu'on me dit qu'il faut rendre l'antenne. Mais quand même, je voulais ce petit clin d'œil de cette transmission de deuxième ligne à deuxième ligne.
Ouais, bon, ça, la transmission. Non, je suis ravi pour lui. Il fait une très belle saison. Pareil, un petit peu, pas un petit peu comme nous, mais le club de Pau se structure depuis quelques années et a pris un nouvel essor depuis la venue de Piccheroni et son staff. Il y a une très belle osmose entre les jeunes et puis les moins jeunes, les anciens. Et Hugo a la chance de s'inscrire dans ce projet-là et il s'épanouit sportivement en tant qu'homme, etc. Il est meilleur que toi ? Ouais. Il fait des bons matchs. Ouais, il a quelques qualités, on va dire. Champion du monde des moins de 20 ans, on le rappelle. Merci Bibi d'avoir été avec nous. On a abordé. Merci Cyril, notre auditeur vainqueur du cadeau avec nous et merci de nous être fidèles. Johan, Philippe, merci, à très vite sur les antennes de Sud Radio. On va continuer. On remercie Antoine Mazère, Quentin Cabanis, toute l'équipe. Clément Combe, bien sûr. Aude, qui était au standard. Oui, j'ai débordé. Débordons. Voilà, on m'a donné avec 1 minute de retard, donc je donne avec 1 minute de retard. C'est comme ça, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et on se retrouve vendredi sur Sud Radio pour la Pro D2 et le Top 14, bien sûr, le week-end prochain. Merci à vous. Les clés d'une vie, Jacques Pessy. On est bien sur Sud Radio, on parle vrai.